matin, Dimitri Pavlenko. Il est 8h40. Le Zoom Info sur Europe 1, 20 mois après le début de la pandémie, on observe de nombreux effets secondaires, l'inflation, la remise en question de la mondialisation, le besoin de protection, le retour de l'État, etc. À l'hôpital, il se trouve que le Covid a surtout été un grand révélateur du dénuement, de la clochardisation, certains disent, de ce qui constitue le cœur de notre système de soins. Alors après avoir applaudi les hospitaliers, on avait dit plus jamais ça, plus jamais le tri des patients, les équipes en tension 24 heures sur 24. Beaucoup d'argent a été injecté, 12 milliards d'euros jusqu'à ce jour. Or, il manque toujours de personnel, de lits, pas assez de moyens, entend-on toujours devant les hôpitaux. L'hôpital plus fragile que jamais. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Merci d'être sur Europe 1 ce matin. Merci à vous. Et Frédéric Valtou. Bonjour Frédéric. Bonjour. Président de la Fédération hospitalière de France. Patrick Pelloux, je commence avec vous avec cette question. Je vais faire du De Pardon. Comment ça va avec la douleur? Ça colle assez bien. C'était un titre d'un film de Depardieu en 96. Ouais. Ça parlait de l'Afrique, mais là, ça colle assez bien à l'hôpital. Ouais. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Il y a une espèce de... Ce que je trouve être le plus inquiétant, c'est qu'il y a un grand renoncement de la part des personnels qui fait suite en effet à un enthousiasme qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un enthousiasme quand en mars 2020 le président de la République disait quoi qu'il en coûte au début de la crise. C'était plus que de l'adrénaline, c'était de l'enthousiasme. C'était de l'enthousiasme, et on a vu une période qui a été assez folle, où on avait une espèce de saturation impossible, où il y a eu cette fameuse première vague incroyable, et où les personnels revenaient, de la médecine de ville, des personnels infirmiers, ça arrivait de partout, on rouvrait des lits, mais comme ça, on n'avait plus de problème. Il y avait une baisse drastique de la présence aux urgences avec le confinement. Bref, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose où on s'est dit, c'est possible de faire tourner l'hôpital public comme jamais, et de faire quelque chose de grand. Et ça a été la déconvenue, parce que, évidemment, les personnels renforts sont partis, et il y a eu une espèce de désespoir qui est arrivé, malgré le Ségur, malgré des augmentations de salaire. Oui, c'est 300 € quand même de plus depuis le 1er octobre pour les infirmiers. Dans certains hôpitaux, bien sûr, mais c'est insuffisant. Et je crois que là, c'est peut-être ce dont on va débattre avec M. Valtou, mais c'est qu'il y a un changement radical qu'il faut avoir, parce que là, c'est ce qu'on voit, là, puisqu'il y a le début de la pandémie de la bronchiolite, qui est dans les chiffres quelque chose qu'on connaît bien de chaque année, qui est un peu plus anticipé par rapport aux autres années, mais c'est du jamais vu. Il y a des carences en personnel dans les hôpitaux pédiatriques, ce qu'on ne voyait jamais avant, parce que, évidemment, les gens ne voulaient pas aller dans les services avec les plus fortes contraintes, mais la pédiatrie était toujours quelque chose de très attirant pour les personnels. Bien là, c'est plus le cas. Et donc, on est avec, en effet, ça a été dit récemment, 20% de fermeture de lits. Eh bien, on peut plus faire. Et c'est terrible, et c'est très démoralisant. Alors, avant d'envisager le traitement, poursuivons le diagnostic, Frédéric Valtou. Alors, il y a ce chiffre qui a été donné par Jean-François Delfrécy, là, le mois dernier. 20% de lits fermés actuellement, faute de soignants pour s'en occuper. On sait que c'est pas une estimation à la louche, mais c'est approximatif. Est-ce qu'on sait exactement combien, aujourd'hui, de lits fermés? Ce chiffre, est-ce qu'il doit nous interpeller? Ce chiffre, il est sans doute un peu exagéré, mais quelque part, c'est pas le chiffre en lui-même compte assez peu. Le professeur Delfrécy met le doigt sur une vérité qui, pour le coup, qui est constatée dans les établissements. Il y a beaucoup plus de lits fermés pour des problèmes de personnel cette année qu'on en connaissait jusqu'à présent, et même avant la crise. Vous savez, aux États-Unis, on parle de la grande démission. C'est ça qu'on vit à l'hôpital? Oui, il y a aujourd'hui une lassitude qui est profonde. Moi, je vais beaucoup dans les hôpitaux aux quatre coins de la France, et c'est vrai que partout, il me revient la même réflexion. Il y aurait rien de pire que l'après-crise ressemble à l'avant-crise. Et il y a cette angoisse aujourd'hui des hospitaliers de retomber dans un fonctionnement dont ils ont bien vu qu'il était délétère, qui est une régulation, uniquement budgétaire très 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 forte, telle qu'elle a été connue et qu'elle a épuisé l'hôpital ces 15-20 dernières années, et l'envie effectivement peut-être que on revienne à un mode de fonctionnement qui permette effectivement de remettre ce qu'est le soin et la valeur du soin au cœur de l'ensemble. Je vais mettre un petit peu de chair sur ce qu'on raconte, parce que quand même les chiffres sont dingues. À Draguignan, les urgences sont fermées la nuit faute de médecins en ce moment. À Laval, c'est pareil. Un nouvel ORL vient d'arriver à l'hôpital de Guéret. Il est présent une journée par semaine. C'est le seul de toute la Creuse. Il y a 30%
30% des greffes de reins qui ont été reportées depuis 20 mois et on n'a toujours pas rattrapé ce retard. Ouais, l'hôpital est à genoux aujourd'hui. Il est à genoux, mais quand on parle avec le personnel, évidemment, il y a le problème du salaire, c'est évident. On a creusé volontairement depuis 2007 la fameuse loi Bachelot, qui était l'hôpital-entreprise, que la Fédération hospitalière de France avait soutenue. Ça date de bien avant, mais bon. Maintenant, début des années 2000, il y a eu un virage. C'est le début de l'arrivée de la pensée néolibérale et de l'hôpital-entreprise. 2002. D'accord ? Avec le crash qui a été organisé de l'application des 35 heures. Moi, je suis convaincu de ça. Mais l'hôpital-entreprise, ça ne marche pas forcément si mal que ça. Non, les cliniques privées, Patrick Pelloux. C'est l'antithèse. C'est l'antithèse. Quand vous parlez avec des grands patrons de grandes entreprises, ils vous disent, nous maintenant, la gestion du personnel, elle est transversale, on fait remonter, il y a un dialogue participatif, etc. L'hôpital, il est resté pyramidal. Donc du coup, il n'y a plus d'identifiant. Quand vous parlez... Vous avez le pire du privé et le pire du public. Il n'y a plus d'identifiant. Oui, exact. Il n'y a plus d'identifiant. Là, on est avec la fuite en avant de la chirurgie publique. D'accord ? Et ça, on le sait. La chirurgie publique est partie dans le privé. Et ça s'est accéléré avec le Covid parce que les cliniques privées ont continué à opérer pendant que l'hôpital public se consacrait qu'à la Covid, évidemment. Donc du coup, il y a une adhésion collective qui s'est rompue. C'est ce qu'on a perdu. Et ça, c'est dramatique. Ce qui fait que là, en effet, vous pouvez toujours essayer de trouver du personnel. Ouais. Parce que les lits, en gros, on les a. C'est les chambres qui sont fermées par manque de personnel. Faut redynamiser, alors oui, par l'attractivité des salaires, mais pas que. Il faut changer complètement le management et redonner du sens. Il faut redonner du sens, c'est-à-dire effectivement redéfinir le rôle et la place de l'hôpital. Parce qu'en fait, il faut quand même pas oublier deux chiffres, juste pour comprendre. La France consacre 220 milliards à son système de santé. L'hôpital, ça n'est que 72 milliards. Donc c'est pas mal. Non, mais c'est beaucoup. Mais ce que je veux dire, l'hôpital n'est pas tout le système de santé. Oui. Et qu'en fait, le problème, c'est que c'est tout le système de santé qui est profondément malade. On parle jamais de la crise de la médecine de ville. Oui. On a un système de santé qui est fait normalement, la porte d'entrée, c'est le généraliste. Oui, vous rentrez dans le système de santé, j'entends Frédéric Valtou, mais quand Patrick Pelloux nous dit à l'instant qu'aujourd'hui la chirurgie générale, la chirurgie publique, elle est pas partie, parce que la chirurgie publique, elle continue, mais elle est affaiblie. Elle est affaiblie parce qu'effectivement, oui, bien sûr, j'étais en train de le dire. J'étais en train de le dire, elle est affaiblie parce qu'effectivement, 83% des patients Covid qui nécessitaient d'être pris en charge dans un établissement l'ont été à l'hôpital. Ça veut dire que c'est l'hôpital qui a été le bouclier sanitaire des Français depuis 2 ans face à cette crise et qui continuera à l'être si jamais par malheur il y avait un nouveau rebond. Mais néanmoins, c'est vrai que pendant ce temps-là, les cliniques, elles continuaient à faire leur boulot et elles continuaient à opérer. Il n'y a pas de régulation dans notre pays et on laisse faire des acteurs effectivement qui sont en concurrence. Aujourd'hui, on a un système de santé à 2 vitesses. L'hôpital morfle, d'autres tiennent mieux. C'est pire que ça, il est en boîte automatique. Je pense plus, on serait à 2 vitesses, je vous dirais, d'accord, on est dans les années 90, ça va, on est en boîte automatique. C'est-à-dire que ceux qui ont une bonne mutuelle, qui sont bien couverts, qui ont plein d'indemnités, etc., ils partent nécessairement dans le privé. De toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital, c'est là sa mission d'ailleurs, il prend la grande pauvreté et ceux qui sont les plus compliqués. Il prend les opérations complexes, la recherche, quand vous parlez, les premières, c'est quand même alors on va y l'hôpital. Revenir à ça. Les premières, c'est quand même à l'hôpital. Soyons fiers de notre système aussi. Non, on va y revenir sur la recherche. Juste sur la chirurgie. Quand on parle avec les chirurgiens qui ont quitté le service public, ils vous disent, bon, bien sûr, il y a un revenu qui est beaucoup plus important, qui est mérité sans doute, qui est beaucoup plus important dans le privé. Mais ils vous disent surtout, les blocs tournent, on a le matériel, on a le personnel, ça tourne. Bon, à l'hôpital, ça tourne pas, parce que d'un coup, il manque toujours une infirmière d'anesthésie, une infirmière de bloc, etc. Donc voilà. Autre sujet, l'accès à la psychiatrie. C'est terrible, parce que avoir accès à un psychiatre et un psychologue, et on sait que ce que nous on a appelé la 4e vague, elle était psychiatrique. Bien sûr. Là, actuellement, en parlant avec les pédiatres, notamment à l'hôpital Necker, sur la crise de la bronchiolite qu'on vit actuellement, ils vous disent on est saturé par les lits qui sont pris par la pédopsychiatrie, parce que les enfants ont souffert. Ce qui fait que vous avez un ébranlement et un écroulement de tout le système. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, faut arrêter de dire qu'on va dans le mur, on y est. On est en fait sur une gestion de crise permanente. Bon, on va marquer une pause, messieurs. On revient dans un petit instant. La crise à l'hôpital, illustrée par nos 2 invités, Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France, et Patrick Pelloux, le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers. Europe Matin.
8h53, état des lieux de l'hôpital dans le Zoom Info ce matin. Elisabeth Borne qui dit le télétravail n'est pas encore d'actualité. Un simple fait qu'elle reparle de télétravail nous fait dire, devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le risque d'un rebond de cette pandémie de Covid qui a généré une dette importante à l'hôpital. Il y a une dette Covid de l'hôpital d'une certaine manière dont on parle ce matin avec Patrick Pelloux et Frédéric Valtou. Je parle pas. Il n'y a pas de dette. Non, je parle pas sur le plan. On a sauvé un pays. Oui, non, mais d'accord, j'entends bien, mais il y a une dette dans le sens où aujourd'hui on a vu la désorganisation avec ces millions de déprogrammations d'opérations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ça, c'est un problème de santé publique. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe demain, Frédéric Valtou, si on a un rebond significatif de l'épidémie? Est-ce que l'hôpital, compte tenu de la situation, on l'a dit, cette grande démission des soignants, l'hôpital sera-t-il prêt à faire face à une éventuelle nouvelle vague? Il a fait face à la première vague, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, et je ne sais pas combien il y en aura. Bon, l'hôpital est immortel, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que l'hôpital essaie de se concentrer sur l'urgence. Après, à quel prix? C'est-à-dire, quand on se concentre sur une urgence, effectivement, c'est au détriment d'autres choses. Et effectivement, plus de 2 millions d'actes médicaux qui ont été déprogrammés à l'hôpital en 2020, plusieurs centaines de milliers au premier semestre 2021, c'est à chaque fois, effectivement, des patients à qui on dit « revenez plus tard ». On est concentré sur autre chose. Et on constate dans les chiffres, là, c'est un exercice statistique, eh bien que les déprogrammations de l'été 2020, du printemps-été 2020, ne sont pas revenues ensuite à l'hôpital, pas toutes en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un afflux de milliers de malades? Comment ça se passe concrètement? On embauche des intérimaires pour on l'a l'aider? vu, et Patrick Pelloux l'évoquait lors de la première vague, c'est-à-dire que la crise fait qu'il y a une mobilisation, et on a vu effectivement revenir vers le soin des gens qui avaient changé de profession, qui s'étaient écartés du soin, des libéraux qui prenaient sur leur temps. Enfin bon, on a vu une mobilisation très forte, mais ça tient quelques semaines, quelques mois. Et si demain, par le plus grand des malheurs, ça devait nous retomber dessus, on revivrait ces mêmes heures de mobilisation très forte. Mais ça ne peut pas être un système qui tient dans la durée comme ça. Parce que là, il y a une sorte d'institutionnalisation de cette urgence-là. On n'a pas été bon. Les Françaises et les Français, les soignants, les directeurs, tout le monde a été bon sur la mobilisation. L'accueil, la bienveillance des personnels n'a pas été bon. Moi, je me souviens d'infirmières qui étaient venues de Bordeaux pour renforcer l'Île-de-France et qui avaient été affectées dans des hôpitaux à Paris. On leur avait trouvé des lits à la cité universitaire où il n'y avait pas de drap, les robinets fuyaient, ils étaient mal accueillis. Oh, scandaleux. Après, après, oui, non mais vrai de vrai. Non, sûr. Après, quand il y a eu le système de primes, ça a été humiliant. Parce que d'un coup, on a mis la prime, mais il fallait rentrer dans les cases. Ce qui fait qu'il y avait des personnels. Tout le monde n'a pas eu la même. Ça a été humiliant. Mais ça, c'est vrai. Vous avez une mobilisation des Françaises, des Français, des personnels. Mais ça n'a pas été suivi. Alors, s'il y avait, je ne sais pas ce qu'il y aura. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on a le peuple le plus vacciné au monde. Moi, je crois que Singapour fait mieux, je crois. Non, mais je veux pas rassurer de manière abusive, mais franchement, on est vacciné. En effet, ça remonte un peu comme c'est remonté à l'automne dernier, mais on fait face et il n'y a pas de saturation. On évoquait le cas des Néerlandais qui font face à une possible nouvelle vague alors qu'ils sont eux-mêmes très vaccinés. Les systèmes sont souvent pas comparables, c'est-à-dire quand vous regardez ce qu'a fait l'Angleterre, ils ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas fait de mesures barrières correctes. Le vaccin russe a été pas du tout testé comme on a testé les vaccins qu'on utilise en France, ce qui fait que leur Spoutnik, ça sert strictement à rien, ce qui fait que vous avez une vague épouvantable en Russie. Bref, c'est des choses comparables. Ce qu'il y a pour parler de l'hôpital, on espérait beaucoup. Le Ségur a été, à mon avis, un rendez-vous manqué, même si on s'envoie des milliards à travers la figure. 12 milliards quand même, voilà. Un demi-point de PIB. Bien sûr, mais ça, je comprends. Mais sur le terrain, rien, et ça s'est dégradé. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a en effet un grand renoncement, qu'il y a un manque d'identité par rapport à l'hôpital public. Qu'est-ce que ça veut dire que de servir la chose publique ? Patrick Pelloux, on va laisser Frédéric Valtou compléter ce que vous dites. Pour prolonger les réflexions de Patrick Pelloux, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, redonner du sens et puis redéfinir aussi. Mais ça veut dire c'est un débat national. Très concrètement, quel système de santé on veut pour la France ? Et là, il y a un moment, il faudra effectivement le dire. J'entends ce que vous dites, Frédéric. Je connais bien votre discours, mais sur l'hôpital, quand on dit redonner du sens, augmenter les soignantes, les infirmiers de 300 € quand on gagne 1700 plus 300, c'est significatif. Oui, bien sûr, c'est significatif. Mais ça veut dire toujours travailler dans des établissements où les murs sont sales, redonner envie aux jeunes de s'investir dans les carrières hospitalières. Mais regardez, à Parcoursup, infirmier, c'est le parcours le plus demandé sur Parcoursup l'an dernier. On regardera et médecin, c'est deuxième. Et on manque d'infirmières, il y a plein d'infirmières qui n'ont pas pu s'inscrire. Oui, c'est le monde à l'envers.
l'envers. Oui, bien sûr. C'est le monde à l'envers. Donc aujourd'hui, il faut absolument libérer un peu l'hôpital, il faut le débureaucratiser, le système de santé, tout dans son ensemble, pas que l'hôpital. Et puis, il faut effectivement peut-être redonner de l'oxygène aux acteurs pour qu'ils puissent aussi, réinventer des systèmes d'organisation qui seront peut-être différents aux quatre coins de la France, mais qui permettront effectivement... Mais les ARS ont repris le pouvoir. Il y a une bureaucratie qui s'est installée dans le système de santé qui est lourde. Il y a 30% de dépenses qui sont des dépenses inutiles. Il va falloir effectivement s'y atteler. Donc on a besoin d'une régulation politique d'un système de santé qui effectivement aujourd'hui est traversé de conservatisme et traversé effectivement de situations qui sont pour certains dérantes et pour certains qui sont dans la douleur parce que... On n'arrivera à rien si on ne change pas les clans et les castes qui ont le pouvoir sur le monde de la santé. C'est-à-dire, comment se fait-il, par exemple, que les doyens qui ont un super pouvoir sont élus entre eux ? Vous n'avez aucune démocratie participative. Tous les systèmes en France, de tous les systèmes de la société ont évolué vers plus de démocratie. Le monde de la santé, c'est encore 1958. D'accord ? Et si on ne change pas le statut des hospitalo-universitaires qui sont des déesses indiennes à tout pouvoir faire tout le temps sans aucun contrôle, on n'arrivera à rien. Il y a des hôpitaux généraux qui ont une valeur universitaire. Ils ne sont pas reconnus. Merci Patrick Pelloux, le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, et Frédéric Valtou, merci à vous deux. Merci. Président de la Fédération hospitalière de France.